Il existe différentes propositions du revenu universel. Des propositions de gauche comme des propositions de droite, mais aussi des propositions décroissantes. Celle que tu défends avec Baptiste Milondo, en quoi consiste-t-elle? Ouais. Avec Baptiste, on a publié un livre il y a 2 3 ans maintenant, une anthologie des textes qui concernent toute cette problématique du revenu inconditionnel, du revenu de base, du revenu universel. Il y a pléthore d'expressions et d'explications. Et nous, effectivement, on a choisi l'expression de revenu inconditionnel. Parce qu'il nous semble que c'est véritablement sur l'inconditionnalité qu'il faut mettre le paquet, et c'est véritablement là-dessus qu'on a une proposition décroissante. Alors, en quoi, parmi toutes les propositions, la proposition de Baptiste et de moi, est-ce qu'elle est différente? Bon, on a un peu l'habitude maintenant, on a repéré assez facilement trois caractéristiques fortes. La première, tout d'abord, c'est que c'est une proposition de revenu, alors doublement inconditionnel. Il existe des gens qui défendent des revenus inconditionnels conditionnels. On a beau leur expliquer que ça fait un peu carré rond, mais non, 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 ils continuent à dire qu'il faut qu'il y ait des conditions. Nous, on défend véritablement un revenu sans aucune condition, donc doublement inconditionnel. Alors ça veut dire quoi doublement inconditionnel? Premièrement, inconditionnel au sens de c'est donné à tout le monde. Alors, avec juste la petite variante, c'est comme pour le suffrage universel, à 18 ans, on va dire. En dessous de 18 ans, c'est pas qu'il n'y a pas de revenu inconditionnel, c'est qu'il n'est pas du même montant qu'au-delà de 18 ans. Le revenu inconditionnel pourrait par exemple être pour un adulte à partir de 18 ans de un petit peu au-dessus de 1000 euros et tourner à, disons, 600, 700 euros pour, comment dire, un enfant. On voit par exemple que pour une famille, deux enfants et un couple à deux, ça fait à peu près 3200 euros par mois. Donc, premièrement, donc, il n'y a pas de conditions particulières, homme, femme, actif, pas actif, etc. Il est sans condition. Il est, deuxièmement, inconditionnel pour une raison très simple, c'est qu'il est sans contrepartie. Il y a des propositions où il faut une activité en contrepartie. Là, il n'y a aucune contrepartie laborieuse. C'est-à-dire, et ça c'est vraiment le point, on y reviendra tout à l'heure, très très important, nous ne demandons pas à ce que, en contrepartie du revenu, il y ait une activité, parce que nous pensons que le revenu est déjà lui-même la contrepartie de l'activité. C'est-à-dire que nous pensons qu'il y a déjà l'activité qui est fournie, dans un sens très 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 large, et c'est le revenu qui vient en quelque sorte rémunérer l'activité de chacun. Ça c'est un premier point. Donc doublement inconditionnel. Deuxième caractéristique, il est doublement suffisant. Alors là aussi, on prend le mot suffisant dans un double sens. On prend le premier suffisant au sens de par le plancher, par le bas. Il est d'un montant suffisant pour mener une vie décente. On peut regarder un certain nombre de variantes où le montant est très insuffisant. Il est éventuellement quelquefois juste un panier d'allocations déjà données et qu'on va en quelque sorte simplifier pour le donner à tout le monde. On ne va pas le donner d'un montant suffisant. L'expérimentation finlandaise, ça tournait à peu près autour de 400 euros. Personne ne peut vivre avec 400 euros. C'est encore moins même que le RSA. Donc il est d'un montant suffisant. Calculé par rapport au seuil de pauvreté, aujourd'hui, grosso modo, la situation en France ferait que le revenu inconditionnel tournerait autour de 1050, 1060, 1100 euros. Il est deuxièmement suffisant dans un deuxième sens, au sens non pas par le bas, par le plancher, mais par le plafond, parce qu'il est obligatoirement articulé à une revendication de revenu maximum autorisé. C'est-à-dire que de la même façon que personne ne devrait gagner en dessous d'un certain plancher, il est articulé au fait que personne ne doit gagner au-dessus d'un certain plafond. La question de l'écart est une discussion qu'il faut avoir, qui se calcule démocratiquement, mais qui se calcule surtout écologiquement. Parce qu'on pourrait dire, comment dire, de façon démagogique, qu'on va faire des écarts de 1 à 10, ce qui reviendrait grosso modo à des écarts de 1 à 10 000. Si on fait de répartition, ce qu'on appelle en cloche de Gauss, en courbe de Gauss, ça veut dire qu'il y aurait une moyenne grosso modo de 5 000. Si on fait un écart de 1 à 10, etc., un revenu moyen de 5 000 euros pour la planète, c'est insoutenable. Donc il faut bien voir qu'il faut plafonner et que le plafond, il faut qu'il soit écologiquement compatible.
Maintenant, ce qui est écologiquement compatible, on peut quand même penser que le plafond, on le sait à cause de ce qu'est le monde aujourd'hui, le plafond n'est peut-être pas, et même le montant, d'ailleurs, le montant, aussi bien par le bas que par le haut, varie d'un pays à un autre. Il n'est pas question de demander le même montant, quel que soit le pays. Dans certains pays, avec 1000 euros, vous êtes richissime. Bon. Donc, il faudrait varier à chaque fois, mais on voit l'idée de ce que ça veut dire qu'il est doublement suffisant. Et la troisième caractéristique, donc doublement conditionnel, doublement suffisant, c'est qu'il serait alloué, au fond c'est une allocation, il serait alloué en 3 parts. Une part qui aujourd'hui serait en monnaie officielle, qui serait en euros, une part qui serait, comme ça existe aussi déjà, en gratuité, c'est-à-dire en service public. En service public, l'école qui devrait être gratuite, les soins qui devraient être gratuits, la culture qui devrait être gratuite, l'énergie qui devrait être gratuite, l'habitat aussi, de base en tout cas, devrait être gratuit. Donc ça pourrait être fourni en service public réellement au service du public. Et puis il y aurait une part, puisqu'aujourd'hui il y a aussi des monnaies locales, on pourrait imaginer qu'une part du revenu inconditionnel est donnée en monnaie locale, ce qui permettrait de garantir alors terme un peu compliqué, une endogénéisation des circuits économiques, à savoir que l'argent produit sur un territoire reste dans le territoire, puisque rémunéré en monnaie locale, il ne peut circuler que dans cette monnaie locale. À terme, on peut même penser que ce qui aujourd'hui est distribué en monnaie officielle, c'est-à-dire en réalité de l'argent qui a été créé essentiellement par des banques, pour les phénomènes de crédit, on pourrait imaginer que réforme drastique du système bancaire et du système de l'émission monétaire, faire en sorte que les entités institutionnelles, moi j'allais dire État, mais ce n'est pas des États, je ne dis même pas de nation, je dirais biorégion, pourraient retrouver une souveraineté monétaire qui leur redonnerait effectivement une sorte de droit à avoir une banque émettrice, et cette banque émettrice serait seule à pouvoir émettre de la monnaie, non pas les banques. Donc à ce moment-là, ce n'est pas tout à fait une monnaie, ce qu'on appelle une monnaie entière, c'est-à-dire qui est totalement convertible, mais c'est une monnaie entière, c'est une monnaie qui, où on émet de l'argent que si on a une contrepartie. Mais avec une monnaie entière, ça peut sembler sympathique, ça a quand même un énorme défaut, on ne peut pas faire de crédit. Il est quand même bon aussi quand même d'avoir du crédit. On n'est pas obligé d'avoir une monnaie sonnante et trébuchante. Donc, doublement inconditionnel, doublement suffisant et en 3 parts. Et quand on prend tous ces critères-là, alors il est assez facile, quand on les fait varier, de découvrir toutes les autres versions. Il y a, des propositions de revenus universels où il va y avoir des conditions, où il va y avoir des contreparties. Où il n'y aura pas par exemple, ça ne sera pas associé à un plafonnement des revenus et des patrimoines, où le montant ne sera pas décent. Les versions libérales, par exemple, les montants ne sont pas décents. C'est juste une aubaine, si on fait un revenu universel à 200 euros, c'est une aubaine tout simplement pour les entreprises qui vont pouvoir économiser 200 euros puisque c'est déjà versé par la communauté. Et puis pareil pour la plupart des monnaies, des propositions de revenus inconditionnels, de revenus universels, ne se font qu'en monnaie officielle. Donc quand on regarde les caractéristiques décroissantes en quelque sorte du revenu inconditionnel, quand on fait varier, dès que l'on bouge l'un des critères, on trouve une des autres variantes. Voilà. Et du coup, on voit un peu mieux c'est quoi cette proposition. Mais alors, en quoi est-ce qu'elle est décroissante ? Alors, moi, ça fait un certain temps que je pense que pour qu'une proposition soit décroissante, exprimable en quelque sorte, elle doit d'abord faire un effort de clarté, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de dire parfaitement en quoi ça consiste. Donc, je vais répéter encore une fois, c'est de la pédagogie, doublement inconditionnel, doublement suffisant et versé en 3 parts. Mais il ne suffit pas qu'une proposition soit clairement définie pour qu'elle soit effectivement décroissante compatible. Il faut, en plus, me semble-t-il, toujours 3 autres exigences. Une exigence de justice, une exigence de désirabilité et une exigence de mobilisation.
C'est-à-dire qu'il ne suffit pas, quand on présente une proposition, de répondre à la question « quelle est-elle ?», à la question « quoi ?». Il faut être capable de dire pourquoi, vers quoi et comment. En termes, peut-être, je ne sais pas si c'est plus simple ou pas, c'est-à-dire qu'il faut être capable de fonder la proposition, il faut être capable de la rendre désirable, il faut être capable de dire en quoi elle est mobilisatrice. Alors, je vais répondre à ces trois aspects l'un derrière l'autre. Donc tout d'abord le fondement. Alors je crois que le fondement, c'est véritablement là le point à la fois le plus fort et celui sur lequel même les gens qui disent qu'ils sont d'accord ont du mal à y aller. Le fondement, c'est-à-dire pourquoi le revenu inconditionnel est juste, parce qu'il repose sur une affirmation simple qui est que dans un territoire donné, aujourd'hui on dit un État ou une nation dans un pays, sur un territoire donné, la richesse est produite par tout le monde. Pour le dire d'une formule simple, la richesse est produite socialement. C'est la société en tant que telle qui produit la richesse. Sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien que, par exemple, dans nos pays, nous sommes des sociétés riches, mais on est mieux que des sociétés riches. Nous sommes des sociétés des riches. C'est-à-dire qu'une part de la richesse est réservée à une minorité qui est la minorité des riches. L'idée de revenu inconditionnel, de la justification du revenu inconditionnel, c'est de dire que dans une société qui produit de la richesse et qui en fait une société riche, elle ne doit pas être une société des riches. Et que puisque nous affirmons que l'ensemble de la société a produit la richesse, alors cette richesse doit revenir à ceux qui l'ont produite. Alors, d'abord, ça permet de justifier pourquoi ça s'appelle un revenu, parce que précisément un revenu, c'est ce qui revient. Et un revenu, le revenu inconditionnel, c'est ce qui revient inconditionnellement à tous ceux qui ont produit la richesse. C'est là où, exactement comme tout à l'heure, je disais qu'il y a des variantes sur la conditionnalité, il y a des variantes sur le montant et le financement. Là, il va y avoir des variantes sur... Mais en fait, qui produit de la richesse ? Nous avons la compréhension la plus large possible des sources de la production de richesse. Nous ne croyons pas à tout un ensemble de fables que le capitalisme, que la bourgeoisie, que la société de croissance a inventé pour en réalité justifier, on est dans le domaine de la justification, nous ne croyons pas aux justifications habituelles, bourgeoises, de la production de richesse. On nous dit que... on nous dit que certaines personnes produisent et que c'est elles qui méritent. Nous ne croyons pas à cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous pensons que tout le monde produit et donc que nous ne croyons pas à tout ce qui va diviser en réalité la production. Et là, de ce point de vue-là, les riches, les profiteurs, ils en ont des divisions. Ils nous expliquent qu'il faut distinguer entre la richesse sociale et la richesse marchande. Ils nous expliquent qu'il faut distinguer entre les activités productives et les activités improductives. On trouve ça chez les économistes libéraux très tôt. Adam Smith, Ricardo reprennent cette idée-là qu'il y a des activités productives et des activités improductives. Et puis il faudrait distinguer entre les activités marchandes et les activités non marchandes. Au point que ces distinctions-là, elles sont reprises même par les marxistes, qui vont vous expliquer qu'en réalité, c'est le travail qui produit la valeur économique productive marchande. Nous pensons que même ceux qui ont une activité simplement sociale et qui ne rentrent pas dans l'économie, même si ce n'est pas marchand, et même si ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle le productif, nous pensons que fondamentalement, toute activité de toute personne qui appartient à une société, donc qui participe de la société, mérite le partage. Je fais exprès d'insister sur la part. Et donc, pour le dire autrement, il ne faut pas croire qu'il y a des gens qui méritent plus que d'autres de s'approprier une part de la richesse.
Tout simplement parce que qui peut croire que lui, il a plus produit? Kropotkin, le prince de l'anticapitalisme, lui-même dit, mais il n'existe aucun moyen de pouvoir calculer économiquement la part qui reviendrait individuellement à l'un ou à l'autre. Alors évidemment, la société de croissance, qui est une société individualiste, nous fait croire qu'il y a des individus qui méritent plus que d'autres. Et c'est ainsi qu'on, j'entendais l'autre jour Elon Musk, dans la journée, la modification de la valeur de ses actions lui avait fait gagner dans la journée 15 milliards de dollars. Dans la journée, 15 milliards de dollars. Chacun voit combien il faudrait de siècles de smicards pour gagner la même chose. Cela ne veut plus rien dire. Donc nous pensons que le fondement, la justification du revenu inconditionnel, c'est que, à production sociale, allocation socialisée. Puisque tout le monde produit, alors cela doit revenir à tout le monde. Je ne vais pas oublier les deux autres points, mais en particulier, le mythe que seule la production économique, marchande, productive participerait de la création de richesses, est particulièrement, une invention, une femme patriarcale. Il y a une penseuse allemande, je ne vais pas me lancer dans son nom, je ne sais pas bien le prononcer, mais elle a une belle formule. La valeur, c'est le mal. Mais A''L''E. Parce qu'en réalité, croire que seule la sphère de la production économique participe de la production de la richesse, c'est rendre totalement invisible ce qui est en réalité le véritable soubassement de la production de la richesse, qui est tout le travail invisible qui rend possible la production de la richesse. Pour le dire autrement, s'il n'y avait pas des femmes qui lavent les slips, il n'y aurait peut-être pas de travailleurs qui vont les salir, pour le dire vulgairement. Et ça, c'est un point tout à fait important parce que la valorisation de la valeur marchande est en réalité une dévalorisation des valeurs non marchandes, qu'on peut appeler valeur d'usage, et c'est la valorisation uniquement de la valeur d'échange, c'est-à-dire ce qui va pouvoir se mettre sur un marché et qui aura un prix. Et donc, je pense que c'est tout à fait important aussi de voir que l'idée que certains individus mériteraient plus que d'autres, c'est en réalité une position singulièrement patriarcale qui revient précisément à invisibiliser celles qui ne sont jamais considérées comme des individus productrices de richesse. Je termine toujours avec une idée. Quelqu'un qui... je ne dis pas que dans l'absolu, on ne pourrait pas imaginer quelqu'un qui mériterait une richesse. Mais dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout. Il faudrait à ce moment-là, pour que la totalité de la richesse dont il prétend profiter lui revienne légitimement, qu'il ait alors été à l'origine de toute la richesse qu'il a produite. C'est-à-dire que s'il roule, il faut qu'il bitume la route sur laquelle il est en train de rouler. Quand il est allé à l'école, il n'a pas oublié qu'auparavant, il a éduqué tous les professeurs qui lui font cours. Quand il va à l'hôpital, c'est lui qui, évidemment, se fait sa propre opération et intervention chirurgicale. Si cette personne-là existe, on voit tous que c'est Dieu, si cette personne-là existe, alors là, peut-être qu'elle mérite une part. Mais comme aujourd'hui, je pense que personne n'a à ce point-là créé sous lui-même et de sa propre société, on voit bien que dans ce cas-là, avant même d'être né, cette personne doit avoir créé la société dans laquelle il va naître. J'espère que tout le monde voit bien à quel point c'est totalement absurde. Donc là, voilà la justification. Cette justification, elle est vraiment importante. On s'aperçoit que même à gauche, même s'il y a des gens qui veulent mutualiser les revenus, ils ont du mal à avoir cette extension totale. C'est-à-dire à accorder. Ils vont me dire, oui, mais ça va être que les travailleurs ou ceux qui produisent quelque chose, ceux qui peuvent aller sur un marché, etc. Ils ont toute une théorie, ce qu'ils appellent la validation sociale. Il faut une validation sociale. Mais en réalité, il n'y a pas de validation sociale. Il n'y a pas, on ne peut pas imaginer une instance qui se réunit et qui dit ça je valide, ça mérite reconnaissance sociale et donc ça mérite rémunération. Et ce qui est assez intéressant parce que du coup, si on s'aperçoit qu'il n'y a pas de processus social de validation de ce qui est une activité qui crée de la richesse ou pas, ça veut dire que la seule validation qui est entérinée, c'est la validation individuelle.
Et c'est tout à fait intéressant de s'apercevoir qu'une proposition hyper égalitariste, radicalement égalitariste, comme celle de revenu inconditionnel, qui est totalement socialisée, production sociale, allocation socialisée, n'interdit pas du tout à des individus, en réalité, de s'activer au sens où ils le veulent, puisque s'il n'y a pas de validation sociale, je ne fais passer personne devant le tribunal pour dire cette activité, elle est socialement utile, cette activité, elle n'est pas socialement utile. C'est en réalité à chacun de s'accomplir dans l'activité dans laquelle il va s'épanouir. On va juste quand même peut-être, légalement et juridiquement, éviter de donner trop de validité aux activités qu'une société considère comme illicites. Mais est-ce qu'on va donner, pour le dire vite, est-ce qu'on va penser qu'un voleur mérite revenu inconditionnel? Tant qu'il y a de la propriété, on va dire que peut-être pas. Le jour où il n'y a pas de propriété, je ne sais pas ce que ça veut dire un voleur. Alors, bon, voilà. Maintenant, est-ce que le surfeur de Malibu, est-ce que le joueur de belote, est-ce que le feignant dans un hamac qui sirote, un pastis et qui, à la sortie de l'usine, nargue tous ceux qui disent « Allez les gars, au boulot, n'oubliez pas de me payer mon revenu inconditionnel », est-ce que cette personne mérite revenu? Moi, je crois que oui, parce qu'il participe de ce qu'est... il enrichit la société en n'oubliant pas que dans la vie, il n'y a pas que le turbin. Donc voilà, ça c'est sur la justification et sur le fondement. Alors après, le deuxième aspect, est-ce que c'est désirable? Alors là, je l'ai un peu déjà évoqué. Fondamentalement, il me semble que ce qui doit rendre désirable une proposition politique d'un point de vue décroissant, c'est toujours de proposer une critique de l'individualisme. C'est toujours de proposer. Donc, en particulier, on voit là comment le revenu inconditionnel va démystifier en quelque sorte tous les mythes autour de ce qu'on pourrait appeler les régimes propriétaristes ou, le mot m'échappe, méritocratiques. Hein, l'idée qu'effectivement un tel mériterait plus et que... Ça ne veut rien dire du tout. En réalité, ce qu'il faut penser, c'est plus un partage des tâches. Et même si dans ce partage des tâches, on peut admettre que quelqu'un ait une activité dans laquelle il va plus s'épanouir que d'autres, mais fondamentalement, ce qui rend désirable, c'est une critique de l'individualisme, c'est une critique tout simplement que certains profitent. En fait, qu'est-ce que ça veut dire l'individualisme en matière d'allocation des richesses? Ça veut dire tout simplement que certains profitent du travail des autres. Alors, je ne vais pas dire le mot travail, que certains profitent de l'activité des autres. Et ça, c'est quelque chose. Ça s'appelle l'exploitation, tout simplement. Donc, moi, il me semble qu'une société où il n'y a plus d'exploitation est une société qui est désirable. Maintenant, après, dernier point, est-ce que le revenu inconditionnel, donc on a une définition claire, on a un fondement qui est juste, on a, un objectif qui est désirable, et qui est donc la critique de l'individualisme, est-ce que c'est mobilisateur? Il y a plein de façons de répondre à la question comment, en fait. C'est aussi bien, comment on pourrait découper un certain nombre de propositions, de contenu plus exactement, du revenu inconditionnel pour le rendre faisable tout de suite. Donc, première façon de penser le comment, c'est le faisable. Est-ce que c'est faisable? Deuxième aspect du comment qu'on oublie souvent, c'est l'acceptabilité. Il ne suffit pas que ça soit faisable, il faut que ça soit acceptable. Effectivement, il faut aussi que ce soit préférable. Donc je vais rester sur le faisable et l'acceptable. Parce que faire une proposition qui serait inacceptée, en Suisse par exemple, il y a eu un référendum, un référendum d'initiative populaire, etc. Et le revenu inconditionnel a été, il n'a pas été accepté. Donc il faut réfléchir à comment le rendre. Il n'a pas été accepté, le vote a été négatif. Donc il faut se poser la question de la faisabilité et la question de l'acceptabilité. Moi, ce que j'aime bien dans le revenu inconditionnel, c'est sa souplesse. C'est sa souplesse, c'est-à-dire qu'on peut le moduler de plusieurs façons. Rien que les trois parts, déjà. On peut très bien voir que ces trois parts, c'est comme une sorte de panier d'allocation. On peut bien voir que ce panier, il peut recevoir en quelque sorte à l'intérieur. Les parts, elles peuvent être variables. On peut imaginer, par exemple, qu'aujourd'hui, la part en monnaie locale serait extrêmement faible.
serait extrêmement faible. On peut même, je peux dire n'importe quoi, 100 euros sur les 1000 euros, hein, ou sur les 1100 euros. La part en gratuité, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appelle les services publics, elle peut être aujourd'hui déjà conséquente, et elle peut être augmentée. C'est-à-dire qu'on peut faire, comme je le disais tout à l'heure, une école réellement gratuite. On peut imaginer, comment dire, qu'il y a un logement minimal qui soit fourni en gratuité. On peut imaginer un accès à la culture en gratuité, l'accès à la santé en gratuité, en énergie minimale en gratuité, les déplacements, comment dire, locaux en gratuité. Donc on a là, comment dire, tout un volant. Hein, on peut imaginer une sorte de sécurité sociale alimentaire, sécurité sociale énergétique, sécurité sociale de l'habitation, sécurité sociale de la culture. La sécurité sociale, c'est pas forcément donné par... Ça peut être donné par des régies plus ou moins municipales, ça peut être donné par des sortes d'AMAP, on peut imaginer des AMAP culturels, on peut imaginer, ben oui, hein, où je prends un abonnement pour un panier, et je sais pas, toutes les semaines j'ai un panier, et une fois je vais au cinéma, une fois je vais à la danse, une fois c'est moi qui danse, hein. Ça existe déjà, hein, les AMAP culturels, hein. Voilà, donc on peut imaginer comme cela des formes qui peuvent être aussi bien ascendantes, des formes un peu plus descendantes, des formes totalement interdépendantes en corrélation. Encore une fois, ce qu'on appelle aujourd'hui services publics, qui sont quand même très centralisés, donnés par la cotisation, on peut très largement étendre ça. La part en monnaie, comment dire, officielle, aujourd'hui, elle serait très très importante. Le fait qu'on laisse les gens disposer, comme aujourd'hui, le RSA, il n'est absolument pas fléché. Vous recevez un RSA, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Bon. On sait bien que c'est pour ça qu'il faut faire attention de la fameuse truc, hein, ils le boivent. Hein, il faut faire attention, les pauvres ne sont pas assez mûrs pour disposer de l'argent, ils vont aller le boire effectivement immédiatement. C'est la critique habituelle que l'on fait toujours contre la pauvreté, et il ne faut pas leur donner, il faut leur flécher et leur dire comment ils doivent dépenser leur argent. Donc là, on peut imaginer, comment dire, beaucoup de modulation sur les trois parts, hein, suivant les temps. Après, il y a une deuxième façon, c'est que l'idée générale finalement du revenu inconditionnel, c'est de déconnecter le revenu de l'activité. Non seulement on prend un revenu qui, comment dire, encadré entre plancher et plafond est relativement égalitaire et en tout cas crée un espace suffisamment commun, puisque l'écart entre le plancher et le plafond étant assez faible, on a véritablement une vie commune. Puisque l'idée générale du revenu inconditionnel, c'est quand même la déconnexion entre le revenu et l'activité. Et puis, comme j'espère, j'ai essayé de faire comprendre que sur la question des revenus, on est plutôt favorable à de la limitation entre plancher et plafond. On a une conception plutôt restreinte de ce qu'on appelle revenu. Au contraire, pour l'activité, on a une conception qui n'est pas du tout restreinte puisqu'on l'étend à toutes les activités. On voit alors qu'il va y avoir beaucoup de façons de moduler cela et de penser des déconnexions entre le revenu et l'activité. J'en donne deux exemples. Par exemple, déconnexion entre le revenu et l'activité, le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se croient obligés d'avoir beaucoup de temps d'activité parce que il leur faut, entre guillemets, suffisamment de revenus. On pourrait imaginer une façon de déconnecter et de redonner de la liberté et de l'autonomie en donnant ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle un droit inconditionnel au temps partiel choisi. Le temps partiel aujourd'hui, il existe, mais il n'est pas choisi. Et surtout, il est imposé par le donneur d'ordre, hein, dans une relation de subordination salariale. On pourrait parfaitement imaginer que dans un droit inconditionnel au temps partiel choisi, c'est le salarié lui-même qui choisit la quotité de temps partiel, et voire même c'est lui qui aurait le dernier mot dans la répartition de son temps partiel. Et non pas comme aujourd'hui, la caissière qu'on fait venir de 8h à 11h, et puis qui va reprendre de 16h à 17h, et au milieu, on ne fait rien, elle reste sur le temps de travail, sur le lieu de travail, etc. Donc, un droit inconditionnel à un temps partiel choisi serait un levier très très important. L'autre proposition que moi j'apprécie particulièrement sur la déconnexion entre le revenu et l'activité, c'est la retraite. Car, normalement, me semble-t-il, à moins ceux qui croient que la retraite est la perpétuation de l'activité
travailleuse, laborieuse, salariée, rémunérée. Non. Une pension, ce n'est pas un salaire. Et fondamentalement, quand on discute avec même des gens qui sont prêts à admettre des inégalités, des écarts très 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 forts de revenus. Moi, je me rappelle avoir discuté un jour avec quelqu'un qui me disait que de 1 à 100, ça ne choquait pas, hein, des écarts de revenus. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne, donc on va dire 1200 euros, et si quelqu'un gagne 120 000 euros, ça ne le choque pas, un écart de 1 à 100. Donc je discute avec cette personne qui était, à l'époque, ça s'appelait l'UDF ou quelque chose comme cela. Ok. Et de 1 à 100, c'est beaucoup de 1 à 100. 100, mais oui, mais c'est juste, il y a des gens qui méritent 100 fois plus que d'autres, etc. Le discours habituel. Alors après, il me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, moi, j'en pense rien, je ne suis pas trop d'accord avec vous, puis j'ai pas envie de discuter de ça, parce que je veux discuter de la suite. Mais quand on a la retraite, est-ce qu'on travaille encore? Ben non, dit-il, quand on a la retraite, on ne travaille pas. Donc tous les arguments que vous me donnez pour justifier les écarts quand on travaille, ils vont disparaître quand on ne travaillera pas, puisque la retraite, c'est plus du travail. Ben oui, on reconnaît effectivement. Donc tout ce qui justifie les écarts pendant le travail ne vont plus permettre de justifier quand on ne travaille pas, puisque la retraite, c'est du non-travail. Donc vous ne pouvez... Ah oui. Et donc, tous les arguments, à savoir, parce que j'ai plus de diplômes, ah oui, il faut des diplômes pour être à la retraite. J'ai des responsabilités. Ah bon, parce que vous avez encore des responsabilités quand vous êtes à la retraite? Ah oui, mais j'ai encore un niveau de vie. Ah, parce que quand vous aviez un grand niveau de vie, vous n'avez pas pu mettre suffisamment de côté pour pouvoir assurer, comment dire... Ah si, merci, merci. Donc vous voyez bien que tous les arguments que vous m'utilisez, auxquels je ne crois pas, mais auxquels vous croyez, pour justifier les inégalités sur les salaires, vous ne pouvez plus les utiliser pour les pensions. Donc je vous pose maintenant la question. Vous me dites que quand il y a salaire, certains méritent des écarts de 1 à 100. Et combien vous me donneriez d'écarts pour les pensions? Alors il réfléchit, les rouages chauffent, comment dire, son cerveau de bourgeois méritocratique. Et il me sort, et là j'en suis parvenu, 2. C'est-à-dire quelqu'un qui était prêt à admettre des écarts de 1 à 100 pour le travail, en gros c'était juste par inertie. Et je crois qu'il m'a dit 2 parce qu'il a pas osé dire 1. Mais si un bourgeois dit 2, je pense qu'on n'est pas très loin de dire 1. Donc voilà une proposition très forte de déconnexion entre revenus et activité, proposer une retraite d'un montant égal et d'un montant unique pour tout le monde, à partir de 60 ans, que l'on ait travaillé ou que l'on n'ait pas travaillé, puisque de toute façon, nous avons tous participé de la production de la richesse. Donc voilà des propositions. La retraite inconditionnelle, ça devrait, je ne dis pas que c'est un combat qui est gagnable, mais quand on voit aujourd'hui comment, depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, la question des retraites revient, et que jamais en face, ils n'osent proposer une retraite d'un montant égal. Le combat serait peut-être, si on avait à ce point-là une proposition juste, totalement égale, peut-être qu'il serait plus facile de mener le combat des retraites. Un jour, j'ai dit ça à Olivier Besancenot, qui m'a dit « Ah oui, si on avait cette proposition, peut-être que ça serait plus facile. » N'empêche qu'il ne reprenne pas la proposition. Enfin, dernière chose pour répondre au comment le revenu inconditionnel pourrait s'intégrer à une politique beaucoup plus générale des revenus. Je termine sur un dernier point, vraiment en faveur du revenu inconditionnel. Comment ne pas voir que le revenu inconditionnel serait la meilleure façon d'introduire de force de la démocratie là où elle n'est quasiment jamais présente dans le monde de l'entreprise, dans l'économie. On entend des gens nous dire que rien n'est plus favorable à la démocratie que l'économie de marché. Ah ben oui, si quelqu'un a déjà vu ce qu'est, comment dire, la démocratie dans une entreprise, c'est peanut, hein, c'est niveau zéro. Là, on est sous les planchers, hein, c'est vers le zéro et en deçà, hein, la démocratie, comment dire, dans les entreprises. Vous donnez un revenu inconditionnel, tout le monde voit bien que le destin d'une grève n'est plus du tout le même. Au moment de négocier les salaires, tout le monde voit bien, évidemment, que je ne travaillerai alors que si le travail est intéressant, que s'il y a des critères qui vont être valorisés et reconnus, etc. Donc, le revenu inconditionnel, c'est peut-être la meilleure des armes aujourd'hui, le meilleur des leviers aujourd'hui pour mettre fin à des dominations.
Domination du patron, et je terminerai là-dessus, domination patriarcale. Pourquoi rester à la maison si j'ai un revenu inconditionnel et qui me permet de quitter? Je ne dépends pas effectivement de la domination patriarcale ou viriarcale de mon mari. Donc, un formidable levier d'émancipation, le revenu inconditionnel.